conseil régional qui sont là, Mona Braz. René Loy a signé aussi la pétition qu'on a lancée. On a aussi Madame Yvette Doré. On va bientôt la décorer maire honoraire d'Illion. Pourquoi pas. Alain Lafrogne, il est là, de 2009, qui disait qu'effectivement, Alain Lafrogne, qui est là présent, maire adjoint chargé du domaine, avec Madame Doré, avait commencé à étudier la reprise de ce barrage. Voilà, il y a Jean Basset, donc maire honoraire de Trégueux, qui est vraiment honoraire, c'est récent, parce qu'avant c'était un maire actif, qui est là et qui fait partie de la délégation de rencontres avec les différentes autorités. Et puis, bien sûr, notre agriculteur qui fait le tour du monde, bientôt il va partir à Cuba, et André Pochon, et qui, sur cette affaire-là, eh bien, prend les choses à bras-le-corps. Notre démarche avec André Pochon, Jean Basset, l'association Sauvegarde du Penthièvre, c'est qu'il y ait un chef d'orchestre dans la reprise de ce barrage. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les documents qu'on a, on s'aperçoit que tout le monde se rejette la balle. Oh oui, mais c'est l'autre, et ainsi de suite. Dernière nouvelle, qui est bonne, c'est que Claudie Le Breton, eh bien, est d'accord. Voilà ce qu'il me dit. Il souhaite également vous préciser qu'il a effectivement entamé des discussions avec le préfet des Côtes-d'Armor pour l'acquisition du barrage et de la centrale par le Conseil général des Côtes-d'Armor. Notre collectivité départementale s'est résolument engagée pour le développement des énergies renouvelables en mettant une politique climat-énergie ambitieuse et a décidé de notre dernière session budgétaire de reprendre ces études en lien avec l'État et l'EDF. Alors, l'idée est bien là, il faut aller vers le redémarrage de l'usine du Pont-Roland, mais aussi étudier, et alors ça c'est ce que je n'ai pas dit déjà aux journalistes tout à l'heure, il ne faut pas quand même tout leur dire au même moment, eh bien c'est d'étudier la faisabilité d'un complexe hydroélectrique associant les deux retenues avec un seuil variable sur les ponts-nœuds pour faciliter l'écoulement des eaux au moment des périodes de crue et surtout sur l'emballe. En un mot, optimiser pour se recouvrir des risques naturels. Nous avons posé la question au Conseil général. Il n'a pas dit non. Et pourquoi? Parce que ça serait aussi un moyen pour eux d'avoir des subventions spécifiques par rapport à la protection des risques naturels, des subventions pour faire les investissements. Bon, j'ai un rapport ici de l'Adréal de 2012, 39 mégawatts. En gigawattheure, ça fait 66 annuels. Il y a du possible. Si rien n'est fait, tout ça peut disparaître. André? Oui, alors, moi je reviens sur la fameuse pétition. Il y en a pour le... vous avez... Oui. Tu as lu la pétition, clair et net. Finalement, là-dedans, qu'est-ce qu'on demande? On demande deux choses précises. On demande au Conseil général d'acquérir l'ensemble du Pont-Roland pour qu'il en devienne le propriétaire. Vous savez qu'actuellement, c'est l'État le propriétaire du barrage et de l'usine. Mais la deuxième revendication de notre pétition, c'est que le préfet des Côtes-d'Armor, l'État, réquisitionne EDF pour remettre en route tout de suite le barrage, tout de suite de l'usine. Or, il faut savoir que, on a découvert ça dans nos rencontres avec la préfecture, c'est que le préfet des Côtes-d'Armor, il a déjà réquisitionné EDF pour l'entretien général de tout ça. Il paye 50 000 € pour l'entretien, il s'est réquisitionné. Il s'est payé par quoi? C'est payé par une cagnotte emmagasinée depuis le début, qui était à 600 000 €, c'est pas rien, hein, et c'est payé sur cette cagnotte. Alors, nous ont dit clairement à la préfecture, si rien n'est fait, la cagnotte va s'épuiser et on va trouver une solution au bout du compte. Donc, il réquisitionne EDF pour ça, et on ne voit pas pourquoi
l'État ne réquisitionnerait pas EDF pour remettre en route tout de suite l'usine en attendant justement que le Conseil général devienne propriétaire lui-même, de remettre en route lui-même. Donc vous voyez, il y a deux choses dans la pétition, l'une qui est en bonne voie et l'autre qui n'est pas du tout, c'est-à-dire que on demande au préfet des Côtes-d'Armor de réquisitionner EDF pour remettre en route l'usine tout de suite. Et en particulier maintenant, puisque c'est l'hiver, donc il y a besoin de courant. Alors, il faut savoir que ce sont les viticulteurs qui se sont dit, ça va poser des problèmes, parce qu'il y a 2 mètres de sédiment ici, et il y en a autant là. Et si on largue toute cette eau-là, parce que c'est un égout à ciel ouvert en fait, le Gouessant. Hein, ça charrie, comme je dis, le cadavre de l'industrie agroalimentaire. Donc c'est 10% de la production de moules qui disparaît. Jean Basset, 2 mots, parce que tu fais trembler un peu les gens quand même. Oui, mais moi je ne fais pas grand-chose à dire là-dessus. D'abord, je ne représente que moi ici, je ne suis pas à la tête. Ouais. Mais je suis, l'ancien maire de Trégueux, vous le savez. Mais je suis là parce qu'il me paraît anormal qu'on laisse disparaître un barrage, une installation qui existe et puis qui fonctionne, et puis que tout d'un coup on dit ben non, c'est plus rentable. Pour l'histoire, André Pochon m'avait invité effectivement en 2009 à visiter en compagnie des gens d'EDF. Ouais. À l'époque, il y avait des grands ponts, ceux qui m'avaient surpris d'ailleurs. Et donc on avait visité les barrages ici, puis celui de Guerlédan d'ailleurs. Je n'étais jamais rentré dans celui de Guerlédan. Et donc ils sont venus là, et puis là, ils avaient déjà annoncé qu'ils ne passeraient pas le contrat, donc il fallait se préparer. Et ça, c'est aussi, ça m'inquiète un peu, parce que le fait qu'il ne se fasse rien me laisse pas présager, en tant que mon expérience de maire laisse présager que c'est pas terrible, quoi. Il faut qu'il se fasse quelque chose, et tout de suite. D'autant plus qu'aujourd'hui le barrage n'existe plus, ne fonctionne plus. Le barrage, on ne produit plus d'électricité depuis plus d'1 an. Donc, plus on attendra, plus ce sera difficile, on ne peut pas démarrer, etc. En fait, quand les gens d'EDF en 2009 étaient venus, moi j'avais compris que, alors ils nous avaient lancé, la principale raison c'était la remontée des anguilles. Ok, d'accord, pour la remontée des anguilles, etc. La défense de Jean-Luc Barbeau, ça. Oui, mais alors, ça m'avait quand même, pas complètement convaincu. Je pense que la raison est autre, mais bon, il est évident quand même que ces installations-là ne sont pas aux normes. Il faut des passes à poissons, et puis tout ça a un coût, c'est évident. Mais de toute façon, même si on laisse des barrages sans produire d'électricité, on aura aussi le problème. Donc il ne faut pas non plus, il faut bien prendre tout ça. Moi je trouve anormal qu'en période de transition énergétique, qu'on a un barrage qui existe, qui a de l'eau qui produit ce qui est produit, mais qui existe, qui a été utilisé dans le passé, qui était donc considéré comme rentable, et puis que tout d'un coup on dise ah ben non, c'est plus rentable. Et je crois qu'il faut voir aussi les choses à moyen et long terme. Donc ici, je pense que c'est une erreur profonde de laisser ce barrage se dégrader et puis ces installations de ne pas les utiliser. Donc voilà la raison pour laquelle je suis là. Alors je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, l'intérêt, enfin, voilà. Merci Jean, et tu es très convaincant. J'ai eu un autre éclairage. Alors, mon ami qui a travaillé toute la nuit là pour préparer des arguments économiques. Simplement, on s'interroge sur la rentabilité, c'est ce que dit EDF, hein, c'est un barrage qui n'est plus rentable, donc on arrête la production. Or, il faut savoir quand même que l'énergie la plus importante qui nous est fournie actuellement, c'est par le nucléaire. Le nucléaire est-il rentable? Non. Eh bien, il faut savoir qu'en 2014, Areva, dont l'activité principale est le nucléaire, a fait une perte de 3 milliards d'euros. Et qui est Areva? Areva a comme actionnaire principal à 85% l'État. Donc voilà. D'autre part, on évalue actuellement, ça c'est Areva lui-même qui fournit les chiffres, à 500 milliards d'euros, vous avez bien entendu, 500 milliards d'euros, le coût de démantèlement du nucléaire. Alors, on peut comparer les
des chiffres entre la production hydroélectrique, même si elle n'est pas tellement rentable, et encore faudrait-il le prouver, avec la production électrique qui vient du nucléaire. Donc voilà, le problème est là, c'est-à-dire qu'on va toujours faire des bagarres de chiffres qui sont, à mon avis, inutiles, d'autant plus qu'actuellement, il y a un projet de loi qui a été adopté par l'Assemblée nationale, qui est en discussion actuellement au Sénat, sur la transition énergétique. Et dans les objectifs de cette loi, il y a notamment la diminution de 50% de l'énergie de source nucléaire. Et qu'il y a une augmentation qui est programmée, je pense à 33%, des énergies renouvelables. Alors, on nous dit qu'il faut augmenter les énergies renouvelables d'un côté, et qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? On supprime les énergies renouvelables. Donc il faut être cohérent. Alors nous, on n'a pas à s'interroger, en tant que citoyen, on n'a pas à s'interroger, à donner comme argument une rentabilité au nom ou non du barrage du Pont-Roland. Voilà une source d'énergie durable qui existe et il faut la conserver. Voilà. J'ajouterais un point d'ailleurs. Merci. Ce que vient de dire pour le nucléaire, c'est que le prix de l'électricité d'origine nucléaire aujourd'hui ne prennent pas en compte justement le démantèlement des usines ni le stockage, et le stockage des déchets. Je vais dire une phrase, alors parce qu'on parlait de cohérence tout à l'heure. Cette année, Paris accueille avec grand flonflon et tout ce qu'on veut la conférence Climat 2015, comment réagir face au changement climatique. J'ai envie de dire aux responsables de là-haut qui nous écoutent, faites un exemple ici. Montrez que vous vous engagez réellement dans la lutte contre le changement climatique, parce que ça passe justement par des équipements de proximité, des équipements locaux qui existent déjà, Voilà. Ça n'existait pas. Et s'il faut abandonner quelque chose, ce n'est pas l'énergie hydroélectrique et les ouvrages qui existent, mais c'est bien abandonner au fur et à mesure. La sortie du nucléaire, c'est ça. Ce ne serait pas une sortie du jour au lendemain, c'est une sortie progressive du nucléaire pour être remplacé par des énergies renouvelables. Et là, on est en plein dedans. Et que tu parlais de respect des générations futures aussi. Moi, je parle aussi du respect aujourd'hui des populations qui habitent sur les sites de gisements d'uranium. Oui. On sait très bien que EDF a abandonné des mines d'uranium en Bretagne et les soucis que ça pose pour l'environnement. Et on sait très bien les conditions à la fois environnementales, mais aussi humaines et sociales dans lesquelles se passe aujourd'hui l'extraction d'uranium, notamment en Afrique noire. Donc là, il y a aussi une responsabilité morale et éthique vis-à-vis des populations d'aujourd'hui dans ces endroits-là, parce que l'uranium, c'est pas une énergie renouvelable, c'est comme le pétrole et le gaz. Cohérent, soyons cohérents avec le discours. Merci Mona. Et merci. Je terminerai sur l'Andivisio, centrale à gaz, 50% de rendement. Avec le même volume de gaz, on pourrait alimenter en chaudière à condensation 2 fois plus de clients. 50% de l'énergie aux petits oiseaux. Mais le pire, ce consortium, c'est Direct Énergie et Siemens. Outils non rentables. Pendant 20 ans, l'État va cracher 40 millions d'euros par an pour que le système soit économiquement rentable. C'est, aux dernières nouvelles, de la gabegie. C'est de la gabegie. Et aux dernières nouvelles, je ne sais pas si vous avez vu la presse, Siemens licencie plus de 3000 personnes. 7000. 7000. Bon.